L'orateur suivant est le professeur Mario Morino. Mario Morino est un distingué chirurgien de Turin, qui est le directeur de la chirurgie digestive et de l'oncologie de l'université de Turin, l'hôpital Molinetti, qui est le grand hôpital de Turin. Il a été, il dit dans son CV qu'il a été formé à Paul Brousse, je suis très fier de ça. Il est resté 4 ans, ce qui était très courageux de sa part, comme jeune chirurgien italien. Il est resté 4 ans à Paul Brousse. Et depuis, il s'est lancé dans la chirurgie laparoscopique et il est actuellement un leader international de la chirurgie laparoscopique. Il a organisé l'année dernière le congrès international de la laparoscopie à Turin. Et il est actuellement le président de la Société européenne de chirurgie endoscopique. Mario Morino. Merci. Merci, professeur Bismuth, de l'invitation, professeur Beaulieu, sa présidence et l'Académie de chirurgie. C'est pour moi un grand honneur d'être ici. C'est la deuxième fois que je suis invité là et c'est un grand honneur. C'était en 1996 par M. Dubois que j'avais été invité, encore une fois, sur la chirurgie mini-invasive. Donc là, le sujet que je vais essayer de traiter, c'est le sujet de notre recherche sur le développement de la robotique. Et justement, la présentation qui a précédé, je pense qu'il a introduit beaucoup de sujets que je veux traiter, et surtout à parler du robot Da Vinci, qui a été un grand pas en avant de la chirurgie comme technologie. Mais en effet, et c'est un peu l'esprit de ma communication, le robot Da Vinci, c'est simplement un instrument qui permet de faire ce qu'en laparoscopie est tout à fait faisable. Et d'ailleurs, la plus grande partie des chirurgiens qui ont une bonne expérience de la laparoscopie n'ont pas fait des choses différentes avec le Da Vinci que nous utilisons depuis 12 ans et que progressivement avons utilisé un peu moins. Et nous avons fait, parmi les peu d'études randomisées dans ce sujet, il y a 8 études randomisées sur la robotique, et c'est bizarre qu'il y a si peu d'études, tout camp confondu. Même en neurologie, il n'y a pas une seule étude randomisée sur ça. Et nous avons fait 2 de ces études. Et la conclusion de toutes ces études est bien montrée dans les différentes technology assessments qui ont été faits par différents organismes nationaux, dans les différentes nations, Espagne, Belgique, Australie, etc., dans les différents domaines de la chirurgie. Et tous ont démontré qu'il n'y a pas d'évidence si on compare la chirurgie faite par la robotique avec les Da Vinci ou faite en laparoscopie, appelons-la traditionnelle. Et donc, en effet, c'était la conclusion de ces importants papiers de New England Journal of Medicine qui, l'année dernière, soulignait que, to date, c'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a pas d'éléments qui puissent, d'une façon evidence-based, dire que la chirurgie robotique est supérieure à la chirurgie laparoscopique classique. Notre idée de recherche, après une certaine période, dans la 2000 à 2005, on a beaucoup cru dans les robots, et donc on l'a utilisé beaucoup pendant 5 ans, mais lorsqu'on a vu qu'on faisait les mêmes choses qu'on faisait en laparoscopie, on a essayé d'évoluer. Et notre idée d'évolution, c'est celle qu'on doit essayer de réduire ultérieurement l'invasivité et de maintenir des idées et des technologies sans robots, essayer de les transporter dans la chirurgie invasive, allant dans la direction de la chirurgie ouverte qui progressivement devient moins invasive et de la chirurgie par endoscopie flexible, c'est-à-dire de la gastroentérologie flexible qui devient progressivement plus opérationnelle. À cette convergence, les Américains ont donné un nom qui est relativement fascinant, qui est NOTS, ça veut dire Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery. Au moment actuel, les indications cliniques sont, je peux dire, nulles, mais probablement dans le futur, et c'est sur ça qu'on essaye de travailler, il y a des possibilités. Donc je vais essayer de vous résumer rapidement simplement quelques flèches sur les 5 lignes de recherche qu'avec l'Istituto Superiore Sant'Anna di Pisa, qui est dirigé par Paolo Dario, qui est un ingénieur, on est en train de développer. Vous voyez ici les différentes études.
Et je veux dire aujourd'hui que c'est la veille d'une très importante réunion de l'Europe demain, qu'au moins d'un point de vue de la recherche médicale, nous, on a bénéficié énormément de l'Europe et je pense que l'Europe, c'est actuellement le principal financiateur de la recherche médicale. Et on a eu la chance, avec le professeur Dario, d'avoir globalement 25 millions d'euros pour ce groupe de recherche. Et donc, c'est des financements très importants qu'actuellement, ni les simples universités, ni le niveau national, au moins en Italie, est actuellement capable de nous donner. Donc, l'idée des partances, en effet, n'a pas été une idée chirurgicale, mais plutôt gastroentérologique. C'était celle de développer une capsule endoscopique guidée par un robot, de façon à substituer la classique endoscopie et aussi de façon à mieux voir cette partie du corps qui n'est pas accessible à la endoscopie, qui est l'intestin grêle. Cette idée a progressé jusqu'à actuellement à être très près de la pratique clinique. Vous voyez ici nos internes, nos résidents qui font des endoscopies avec cette capsule que vous voyez ici en action. Et en effet, on a démontré sur une publication qu'on a présentée à l'ESA et qui va être publiée actuellement sur British Journal of Surgery, qu'un homme médecin a la même précision avec la capsule de diagnostic, au mieux à une précision supérieure à un coloscopiste expérimenté en utilisant la capsule. Mais ça, c'est un discours un peu différent de la chirurgie. Ce qu'on a retenu de ça, c'est ce que vous voyez sur la gauche, c'est cette façon de pouvoir gérer une petite capsule avec un optique par un robot. Et cela nous permet d'avoir l'idée d'éviter de traverser la paroi avec un laparoscope. Et c'est le premier point de partance de l'ensemble de la recherche. Le deuxième point de partance, qui a eu un financement par l'Europe qui s'appelle Arachnes dans le FP7 en 2008, s'appelle Arachnes, du nom grec de l'araignée. Et l'idée, c'est celle de essayer de construire des instruments à l'intérieur du corps humain. Au lieu de traverser la peau avec un instrument, d'avoir des mini-composants, un peu comme les Lego, qui, au moins à mon époque, c'était un des jouets qu'on utilisait. Et grâce à ce qu'on a développé avec la caméra endoscopique, en mettant ensemble les deux choses, avoir l'idée de construire des différents instruments à l'intérieur. Et ça, vous voyez ici, le projet de partance. Et ce sort d'instrument peut se construire dans l'estomac ou bien se déconstruire et reconstruire après. Et vous voyez ici, pour exemple, le premier modèle qui est un instrument pour biopsie. Et vous voyez ici qu'il y a une pince à biopsie, il y a une petite capsule, on va mettre la biopsie, et il y a une caméra, et il y a des sortes d'appui pour s'appuyer sur l'estomac. Et là, vous allez voir l'image qu'on avait montrée pour avoir le financement. Ça, c'est l'actuation test qu'on a présenté en Belgique en 2008. En effet, ce modèle est servi de partance par un modèle successif où on a un peu changé l'idée. Le temps n'est pas beaucoup, donc je vais accélérer un peu, mais vous voyez là ces petits constituants qui sont tous guidés externement par un système de robotique. La limite de ce système, c'était la rigidité. Et donc là, l'année dernière, on a eu un nouvel financement pour produire un instrument différent, un concept différent qui va sous le nom de Stiflop, c'est-à-dire rigide et maniable au même temps. J'essaie de vous montrer à nouveau la vidéo. Et donc, en effet, avec l'idée de constitution de différents instruments, mais non plus rigides, mais dans cette manière qui mimie dans un certain mode l'octopus. D'ailleurs, dans notre groupe de recherche, il y a un chercheur biologiste d'Israël qui est le plus grand expert au monde d'octopus. Et c'est très intéressant de discuter avec lui parce qu'il a des idées vraiment intéressantes. C'est ce que les Anglais appellent lateral thinker, essayer d'utiliser des pensées latérales pour appliquer
à la chirurgie. Et vous voyez ici l'idée finale, que ce serait celle de l'avoir monté sur un pardon, là je veux... OK. Cet ensemble de recherches, au moins d'un point de vue des ingénieurs, sont parmi les plus importants en ce moment au monde. D'ailleurs, le professeur Paolo Dario, qui est notre collaborateur ingénieur, au mieux c'est le contraire, c'est nous qui sommes son collaborateur chirurgical, a fait l'éditorial de Scientific American en 2010 en présentant l'ensemble de ces idées. Le point final auquel on doit arriver et qui a gagné cette année les prix de la meilleure proposition innovative en Meditech, que c'est un concours européen pour les propositions de l'innovation. Vous le voyez dessiné ici. Donc c'est un instrument qui, au bout d'un endoscope, a un système flexible du type STIF-FLOP qui soit ingénierisé à l'intérieur de l'organisme, donc de petites parties qui sont rassemblées lorsqu'on arrive sur l'organe cible et guidées, comme vous voyez là-haut, par l'extérieur avec un système de robotique. Dans la chirurgie, ce n'est pas suffisant d'arriver dans une cible avec des instruments. Et comme M. Bismuth m'a demandé quand même de centrer sur le foie, je vais au moins montrer bien sur le foie que la voie naturelle, on doit se faire place pour pouvoir disséquer. Et donc l'autre groupe de travail que je dirige travaille sur le bioadhesive magnet, que c'est l'idée de s'exposer avec une série de magnets qui sont dirigés à l'extérieur du corps et qui sont placés en laparoscopie. Vous voyez, pardon, en endoscopie, parce que le but, c'est d'aller au-delà de la laparoscopie. Donc, vous voyez ici un magnet qui a été placé par l'endoscope. Là, c'est une vision laparoscopique, mais c'est juste pour vous montrer. Mais l'idée, c'est de ne pas avoir la laparoscopie, car la caméra sera cette caméra que vous avez vue au début, qui est insérée. Donc, on aura une caméra, une petite interne dans cette et puis, on va s'aider à sans nettoyer une tectomie que le système vous expose parfaitement, et on peut imaginer d'en mettre plusieurs. Donc, quel va être le futur? C'est toujours difficile. C'est toujours difficile, et je vous montre cette diapo que j'aime beaucoup, parce que vous allez lire ici des super experts dans leur secteur qui ont complètement raté des prévisions dans le domaine dans lequel ils étaient les plus importants et les meilleurs connaisseurs au monde. Un parmi tous, Albert Einstein, a déclaré en 1932 que l'énergie nucléaire ne sera jamais obtenible. Et je pense qu'en France, où vous êtes le roi du monde à l'énergie nucléaire, je ne sais pas pour combien de temps encore, car le nouveau président va réduire ça, mais quand même, apparemment, c'est très difficile donc de prévoir le futur. Et donc, je termine avec une phrase d'un de mes auteurs préférés de ma jeunesse. C'est difficile de dire, c'est tout ce que vous avez vu, ça va venir rapidement dans l'activité clinique. Certainement, la capsule pour l'endoscopie, on est prêt à la faire très bientôt. On attend le EU et je pense que ça va changer complètement, par exemple, dans les screenings. Parce qu'actuellement, en Italie, par exemple, moins de 20% se soumettent à screening, bien que ce soit obligatoire, parce qu'ils ont peur de l'endoscopie et de la colonoscopie. Et je pense qu'une simple pilule, ça va changer beaucoup dans le screening. Et donc, je crois qu'il n'y a pas de mots meilleurs pour conclure ça que dire don't criticize what you can't understand as the future now will later be best because the times they are changing. Thank you very much for your attention. Ça marche. Très ouvert vers le futur, montrant à quel point l'intelligence humaine est au-delà de ce qu'on peut penser. Avec des exemples limitatifs des plus grands experts, maintenant il n'est pas sûr que les grands experts dans un domaine soient les meilleurs experts, car quand tu as dit tout à l'heure que la pensée latérale était quelque chose de très important, c'est souvent en dehors de notre propre pensée que se trouvent les innovations qui vont retentir sur notre activité. Il faut être très vigilant sur ça. Ça, tu as parfaitement raison. En tout cas, merci beaucoup d'avoir montré cela. Et tout de suite, les questions. Alors, oui. Yves Chapuis d'abord. Ça sera surtout des réflexions
deux portent sur les points suivants. Premièrement, j'ai été très heureux de vous entendre confirmer que la chirurgie robotique telle qu'elle se développe ne présente pas, d'après la littérature, un extraordinaire que représente la technique que vous venez de nous montrer, c'est absolument fascinant. Alors, bien sûr, j'allais vous poser cependant une question. Il y a un sujet qu'on aborde très peu en matière de chirurgie vidéo assistée et surtout chirurgie robotique, c'est le temps opératoire. Le temps opératoire, ça veut dire une anesthésie. Et quand il y a relativement peu de publications anesthésiques, mais il y en a une tout de même, un travail en tout cas important de quelqu'un qui est allé à Houston pendant longtemps, qui montre que il y a tout de même, lorsque les opérations sont plus longues, avec donc pneumopéritoine, etc., des conséquences respiratoires, vasculaires, etc., importantes, qu'on mentionne très très peu. Alors ma question, est-ce que, c'est la seule, excusez-moi, parce qu'on pourrait vous demander, est-ce que le procédé, le jour où éventuellement il sera utilisable et généralisé, apportera sur ce simple point un avantage? Et encore bravo pour votre magnifique intervention. Merci pour ces deux commentaires que je suis tout à fait d'accord. Là, c'est plus justement des fenêtres ouvertes sur des technologies et c'est difficile de comprendre quelle de ces technologies sera vraiment utilisée dans la clinique. Et justement, la note, c'est dans une période de crise, mais il me fallait dire une sorte de direction. Le temps, c'est très important. Bien que je dois dire que ma formation a eu un moment de changement complet quand j'étais chez professeur Bismuth à Paris, et je dois dire que je voyais chez moi des hépatectomies en 20 minutes, et chez M. Bismuth en 3h30. Mais les malades de 3h30 avaient un décours post-opératoire beaucoup meilleur. Donc je pense que le temps a une influence, mais c'est lié à la présentation qu'on a vue avant, la précision, l'attention aux détails, etc. Donc sans doute, à parité de précision technique, le temps est un problème et reste un problème, par exemple, presque tous les publications de laparoscopie ont des temps plus longs. Le sujet qui est mieux étudié avec des études randomisées, qui est le côlon, montre une série d'avantages, au moins dans le court terme, mais reste toujours avec un temps plus long, sauf dans des mains vraiment extrêmement expérimentées. Donc, je suis d'accord avec vous, je pense que chaque nouveauté amènera des temps un peu plus longs. Et ça, c'est important aussi pour les coûts, parce qu'il y a un problème de coûts pas indifférent, car 1 heure de salle opératoire, c'est à peu près un jour de hospitalisation. Donc, je connais des systèmes de chirurgiens aux États-Unis qui sont très bien en laparoscopie, mais on leur a dit stopper la laparoscopie car c'est trop cher, parce que aussi les malades ouverts, ils vont à la maison un deuxième jour. Donc, c'est tout un ensemble où le temps joue un rôle, probablement pas central, mais c'est une bonne observation. Oui, tu prends la parole parce que tu ne pensais sans doute pas qu'en initiant la laparoscopie, tu allais permettre de telles avancées de reconstruction d'appareils à l'intérieur du ventre. Vas-y. Oui, non, mais effectivement, comme je le disais hier à Maresco, je suis très jaloux de voir la qualité et la multiplicité des instruments dont il dispose maintenant, et on aurait bien voulu avoir il y a un certain nombre d'années. Bon, j'ai été passionné par vos recherches, en particulier ces aimants et ces instruments un peu comme la station spatiale, c'est passionnant, mais je connais vos talents depuis de nombreuses années et je pense que vous allez faire des grandes découvertes dans ce domaine. Alors, comme vous le savez, les brevets du DaVinci Code tombent l'année prochaine, la plupart. Et donc, il y a dans le monde entier des recherches sur des nouveaux robots beaucoup plus petits, beaucoup moins chers et beaucoup plus pratiques. Est-ce que vous ne pensez pas que grâce à la chirurgie par orifice unique, et grâce aussi aux instruments flexibles, c'est extraordinaire parce qu'à partir d'un seul orifice, on arrive à refaire la triangulation. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va transformer la chirurgie dite par robot, c'est-à-dire par télémanipulateur? Je pense qu'il va y avoir énormément de nouveaux appareils, parce qu'il faut reconnaître que le DaVinci Code, c'est très facile à utiliser, comme vous dites, mais c'est énorme, il faut l'installer, et c'est hors de prix.
Non, tout à fait. Et d'ailleurs, Intuitive est déjà prête avec le robot pour le single port. C'était ma première slide, c'était le robot single port sur une des deux. Et je pense que vraiment dans les single ports, il y a l'avantage de la robotique, car vous savez que dans les single ports, d'habitude, votre main droite va à gauche et la gauche va à droite, et donc vous vous trouvez en difficulté pour ça. Si le robot, comme il fait, inverse, vous vous trouvez à travailler normalement. Mais mon esprit, c'est quand même, c'est pas parce qu'on fait un trou seul, grand au lieu de 3 petits dans la paroi abdominale que ça va changer. Je pense que comme single port, par exemple, on a l'accès par l'anus, et un de mes mentors, de mes maîtres, de mes amis plus chers, qui est Gerhard Buss, qui vous connaissez bien, qui malheureusement il a disparu 2 ans, et qui est vraiment le représentant de Lateral Thinkers en chirurgie. Il y a 30 ans, il a décrit les premiers single ports, la première note, qui est la thème, la chirurgie transanale, que vous connaissez, et qui actuellement est une des façons de traiter non seulement le cancer du rectum, mais probablement aussi plus d'un an. Nous, on vient de publier une série de 30 malades sur surgical endoscopy, de résection intra-abdominale par voie transanale avec la thème. Il n'y a pas de doute qu'avec cette possibilité, s'il y a une robotique peut-être un peu plus petite et plus maniable que le Da Vinci, les deux choses ensemble vont changer un certain nombre de choses. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Pardon. Oui, vas-y. Je voulais ajouter juste quelque chose. Pardon. Voilà. Ajouter quelque chose, comme il vient de dire M. Dubois, bien sûr Mario. Robot, bien entendu, c'est un appareil extraordinaire, mais tout le monde le sait que c'est trop cher, c'est trop encombrant. Et quel est l'avantage du robot? On a répété plusieurs fois, c'est la vision tridimensionnelle que vous avez dit. Et deuxièmement, c'est maintenant, comme cette année c'est fini le robot, il y a d'autres petits robots laparoscopiques, si vous voulez. Tu as eu sûrement aussi. C'est-à-dire l'instrument de laparoscopie, le bout maniable de l'extérieur. C'est laparoscope, l'instrument. Mais le bout, le pince, etc., vous pouvez manipuler comme robot. Pour compléter le deuxième avantage, on a eu dans le congrès de chirurgie laparoscopique européenne il y a quelques jours, il y a Storz et il y a Olympus qui ont inventé maintenant l'endoscope, télescope tridimensionnel. Donc, les deux avantages de robot Da Vinci, maintenant, il y a d'autres petits instruments, petits moyens, moins chers, qui ont presque le même confort, le même avantage que le robot. Donc, à partir de l'année prochaine, je suis convaincu pleinement, il y aura laparoscopique, robotique en même temps, mais c'est moins cher et moins encombrant et plus utilisable. Merci de votre attention. Terminé, je vais me permettre de faire un commentaire. Ce matin, avec certains de nos invités qui étaient là, nous avons fait passer l'examen du master de chirurgie hépatobiliaire à 2 jeunes chirurgiens. Un était de Manille, l'autre était de Costa Rica. Ils nous ont dit qu'ils ont passé 1 an dans différents services de chirurgie hépatobiliaire et qu'ils ont vu ce qu'ils n'avaient jamais vu dans leur pays. Et que faire, a-t-il dit, une seule hépatectomie, l'ablation d'une petite tumeur du foie, était déjà pour eux une avancée extraordinaire. Alors on voit aujourd'hui avec les recherches que tu fais, comme d'autres font dans le monde, l'étirement du domaine de la chirurgie dans lequel, dans certains pays, dans beaucoup de centres, il n'y a même pas d'accès à la chirurgie la plus élémentaire qui soit. Et de l'autre côté, nous avons des progrès. Et quelquefois, je me demande, il faut faire attention à ne pas se détacher comme une capsule, être une sorte de capsule isolée, lunaire, dans laquelle on discute de progrès, alors qu'à la base, il y a des besoins, mais élémentaires, tellement importants. Je ne sais pas comment concilier les deux choses, parce que d'un côté, je pense qu'il faut absolument apprendre, enseigner le plus basique qui soit, et de l'autre côté, il faut certainement encourager, car ça, c'est le futur. Mais le vrai succès sera le jour où tous ces progrès, comme ceux que tu décris,
seront applicables de la façon la plus simple possible. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Parce que la très haute technologie, on finit par être complètement dans un nuage. Mais très souvent, C'est pas une remarque imitative. Si en tant que président, je peux encore dire un mot, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Si il vous arrive d'opérer à l'étranger dans des pays qui n'ont pas tous nos moyens, la coagulation bipolaire irrigante qui coûte 250 €, vous pouvez l'emmener dans votre poche en partant et la ramener au retour. Ça vous donnera beaucoup de sécurité et ça vous permettra de couvrir beaucoup d'indications. Le commentaire de M. Bismuth est tout à fait centré et important, mais il faut dire que la recherche, à un certain moment, pas dans les façons que vous la voyez là, mais quelques parties viennent appliquées dans la routine. Si on pense à les voitures, en 80, en Formule 1, on avait les freins, l'ABS, et actuellement, dans la 500, on a l'ABS. Donc, il y a un moment, et c'est un peu ça que les grands experts n'ont pas su. Pas là. Donc, et puis, il faut faire attention avec les pays, parce que moi, j'ai eu un résident de Panama qui est venu chez moi pendant une certaine période, et à la fin, il m'a dit, oui, la technologie, c'est bien, mais je ne pensais pas dans un hôpital si vieux et si mal parti que les Molinettes. Donc ça dépend d'un endroit à l'autre. Merci.